je voudrais d'abord un peu situer la demande qui nous est faite. Elle n'est pas spécifiquement sur ce site Il Fedo Petite Hollande, puisque vous avez des équipes que vous avez rencontrées qui travaillent plus loin, sur l'estuaire, Chantenay, etc., en face. Les problèmes des franchissements ont été évoqués, et que sur le centre-ville de Nantes même, c'est-à-dire là où on se situe le problème, vous avez d'abord les services de la communauté qui sont ici aujourd'hui, qui travaillent, Yves Steph qui travaille sur le secteur sauvegardé et sur la manière d'introduire un peu de mouvement dans ces tissus urbains assez beaux tout en les respectant. Bruno Coussy, je crois, travaille avec les services des espaces publics sur les espaces publics de la ville. Donc, je ne vais parler que d'une partie des choses. Bien. C'est-à-dire comment lire un peu cet espace. Bien sûr, c'est le début de l'estuaire, mais qui va de la gare jusqu'à la passerelle Schœchler. C'est-à-dire, bien, voilà, c'est ça la question qu'elle est posée. On ne nous demande pas de faire un projet, de dessiner le truc et de dire comment ça va être exactement demain. Je n'en sais rien du tout. En outre, ça dépendra beaucoup des programmes qui vont arriver à cet endroit-là. C'est dans quelques années. Hein, ces programmes, je ne les connais pas. Philippe Vincent vous a montré qu'ils pouvaient être assez divers. La question, c'est quels paramètres on va donner aux équipes qui, demain, vont travailler sur cet espace de la Petite Hollande pour que le projet soit parfait. Alors, des projets parfaits, c'est assez rare. C'est assez rare. Vous avez, si on se balade un peu sur Internet, bien sûr, il y a des projets extravagants et assez beaux d'ailleurs, comme Bilbao, mais ce n'est pas la question à ce moment-là. Projet parfait, ça veut dire un projet qui a une grande évidence. Quand vous voyez à Oslo l'opéra qui a été fait, qui descend dans le port, comme ça, avec ce grand plan de marbre blanc qui descend dans le port, c'est assez beau. À la Défense, personne ne savait comment terminer, il y a 20 ans, le grand axe qui venait des Champs-Élysées. L'arche de Spreckelsen, avec ce vide, s'est imposé tout de suite. C'est moins mouvementé, moins secoué que guéri, mais ça a une certaine perfection. Je crois qu'à une toute autre échelle, avec d'autres programmes, c'est ça la question qui est posée. Comment est-ce que Nantes va se projeter vers l'océan, vers l'estuaire, de manière intelligente à cet endroit-là? Bien. Excusez-moi de ce préambule un peu long, mais c'est pour centrer la question. Il ne s'agit pas de faire un projet, il s'agit de voir quelles sont les données qui vont permettre de faire un bon projet demain. Bien. Alors, je ne sais pas si j'ai ma photo. Voilà. Bruno Coussy m'a reproché très gentiment d'être un peu nostalgique. N'empêche, je trouve que c'était formidable. C'était absolument d'une beauté à crever, et doublement formidable. D'abord, il y a ces architectures un peu presque médiévales encore, par moments, néoclassiques, médiévales mélangées, mais surtout quand on voit d'autres photos de détail, vous en connaissez certains doute, il y avait la foule sur ces quais. C'est-à-dire que venant des places royales, par exemple, ou venant de l'Erdre, il n'y avait pas le cours des 50 otages à l'époque, tout le monde venait sur ces quais, sur ces franchissements, sur l'île Fedo, sur le quai de la Fosse, etc. Donc on a rappelé que c'était très commerçant, un marché, etc. Tout n'est pas vivant actuellement. Depuis les comblements à cet endroit-là, tout n'est pas vivant. Alors, quelque chose a été fait de majeur il y a 15-20 ans, c'est d'enlever une grande partie des automobiles. Bien, puisque les flux automobiles ont été non pas du tout annulés, il y en a encore, mais ont été calmés, réduits, le tramway est apparu, il y a des espaces piétons, etc. C'est un premier élément. Mais ça ne résout pas, une fois qu'on a un peu mélangé plus intelligemment les modes de transport, c'est-à-dire les piétons, les vélos, les tramways, les voitures, et non pas simplement les voitures, on n'est pas encore au bout du problème. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ou plutôt qu'est-ce qu'on a tenté de faire, et comment est-ce qu'on pourrait voir la chose? Il y a des problèmes, enfin il y a des projets en cours, notamment le projet de la gare que vous voyez ici. Alors je ne sais pas si ma souris se voit derrière moi, mais enfin voilà, projet de la gare. Je ne connais pas bien ce projet, c'est l'explosion des TER qui motive la modernisation de la gare. Ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu coincé, on est un peu malheureux dans l'espace public qui est là, parce qu'il est très restreint. Il y a la grande trémie qui bouffe tout. Je ne sais pas quelles sont les décisions de la ville là-dessus, mais si l'on voulait, et ce serait logique, que la grande séquence qui va du quai de la Fosse jusque-là
débouche agréablement sur le jardin botanique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Le jardin botanique, il est à crever de beauté. Évidemment, il est magnifique, mais un peu confidentiel dans ses accès. Donc, il y a vraiment un problème de dimensionnement, peut-être de foutre en l'air cette trémie, je n'en sais rien, hein, je ne suis pas spécialiste des transports, mais en tous les cas, ça coince ici. Deuxième endroit où ça coince, qui n'est pas facile, c'est le pont-lu, vous le savez bien. Il a l'inconvénient, il n'est pas très beau, et surtout, il enterre le château complètement. C'est un peu imparable. Tout le monde s'est cassé les dents sur le problème. On aimerait bien que tout soit à plat, comme la Loire était à plat autrefois, et que le château réapparaisse. Mais il se trouve que le comblement de l'Erdre a fait apparaître un canal là-dessous, lequel canal empêche de passer en souterrain sous les voies ferrées. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Peut-être qu'un jour, un génie va trouver la solution. Pour l'instant, ça n'est pas simple. Donc, vous voyez qu'on a là en perspective du boulot, si je puis dire, le pont-lu et le château et les abords de la gare qui empêchent d'aller jusqu'au jardin botanique. Ensuite, les choses étaient un peu plus simples, je dois le dire. Que faire avec l'île Feydeau? Que faire autour de l'île Feydeau? Quand il y a eu une consultation il y a 20 ans, la question, tout le monde avait en tête, beaucoup de gens me disaient, c'est très simple, il suffit de remettre l'eau, de faire revenir la Loire. Bien, alors, ça aurait été la meilleure solution, je suis absolument d'accord. Sauf qu'il y a le TGV, il y a tous les réseaux de Nantes, et que c'est un coût à quelques milliards d'euros d'aujourd'hui de faire ça. Bien, donc on a raisonné différemment. On a dit, bien, on ne fait pas revenir l'eau, est-ce qu'on pourrait évoquer l'eau? Bien. Alors, évoquer l'eau, vous en avez un exemple, vous en aurez demain un exemple avec le miroir d'eau qui est là. Alors, c'est un miroir, c'est une eau un peu passive, hein, sauf que c'est miraculeux, on va marcher dessus, on va marcher sur la Loire. Alors, petit, évidemment, bien, mais ça peut être assez joli, et je trouve que ce qu'on a fait avec les services de la communauté, cette grande promenade plantée qui commence à apparaître, moi je la trouve bien. Je vais vous dire, je la trouve formidable. Bien. Je trouve que ça manque encore, je pousse Jacques Soignon à mettre encore plus d'arbres qu'il y en a. C'est un mélange d'arbres hauts et d'arbres bas. Je trouve ça assez agréable, je pense que ça va très bien marcher. L'île, c'est plus compliqué. Pas question de remettre de l'eau autour de l'île. On a choisi, et c'est un choix important pour l'avenir, de travailler en creux, non pas en ajoutant des choses au-dessus du sol, au-dessus du niveau de la Loire, mais en creusant, en engravant, si vous voulez, un jardin autour de l'île. Ce qui permet le fait d'avoir l'île et puis de descendre à partir des quais, ce qui permet de les faire réapparaître. Donc c'est le travail qui a été fait. C'est cette idée que la Loire était un plan, qu'on va faire le moins de choses possible au-dessus de ce plan, sauf bien sûr l'île Feydeau et les choses qui sont, et que tout ce qu'on va imaginer va plutôt être en décaissé, en creux par rapport aux choses. Et je pense que ça permet, alors ça n'est pas fini, ce qui a été fait d'abord c'est le sud de l'île Feydeau, ce qui vient d'être fait c'est la proue ici, et une partie des douves ici. La question se pose du côté de la gare de commerce, de la place du commerce et de la gare, pour des raisons que je vais vous expliquer. Alors, vous voyez, on avait, sur le cours des 50 otages, on avait fait ça. Si vous voyez les tramways dans d'autres villes, quand vous arrivez à la station de tramway, il faut monter sur un quai, monter sur une banquette. C'est toujours un travail au-dessus. On avait déjà, dans les stations du cours des 50 otages, travaillé au-dessous. C'est-à-dire, ce n'est pas le piéton qui monte sur un quai pour pouvoir entrer dans le tram, c'est le tram qui descend et le piéton reste absolument à son niveau. Ce qui est beaucoup plus joli, à mon avis. Bon, alors, ça se fait dans certaines villes, mais en général, les services sont assez réticents pour faire ça, malheureusement. Enfin, c'est tout de même ce travail en creux qui est intéressant. Et on le voit, bien sûr, sur le sud de l'île, avec une difficulté, c'est plein de difficultés ce coin, c'est que le TGV n'a pas été enterré bas, mais a été enterré assez haut, et paradoxalement, on a une topographie qui n'est pas du tout naturelle, puisque c'est la bosse du TGV qu'il a fallu absorber comme ça, mais enfin on s'en est tiré aussi bien que possible de ce côté-là. Alors, évidemment, on est beaucoup plus à plat de l'autre côté, et encore plus vers la Loire, sur la Petite Hollande. Bien.
Et voilà ce travail en creux. Vous voyez, on retrouve l'horizontale des quais et les jardins sont en décaissé. On pourrait imaginer beaucoup de choses comme ça en creux dans l'avenir. Ce serait assez intelligent et assez surprenant, à mon avis. Bien. La promenade, les arbres ne sont pas tous très grands aujourd'hui, il faut attendre 5 ans, comme d'habitude, pour les voir apparaître. Je pense que ce sera assez agréable. En tous les cas, ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les bistrots. Parce qu'il n'y avait pas un bistrot là-dessus, et les terrasses se mettent partout. Bon, alors on peut toujours dire que ça ne marche pas, mais ça marche. Bien. Et puis le miroir demain, qui sera à peu près au milieu du jardin, lequel est en train d'être réhabilité sur le plan botanique. Bon. Donc voilà, jusqu'ici, on est dans les choses, si je puis dire, assez simples. Un peu plus compliqué ici, le choix qu'il faut faire demain sur l'espace commerce Norfedo. Alors, plus compliqué, pourquoi ? Parce que le tramway, il n'est pas question de le faire bouger. Il est là, on ne peut pas le déplacer. Il n'a pas été situé au top, à mon avis, mais on ne peut pas le déplacer. Bien. Et tout autour, en haut et en bas, on a les bus, taxis, etc., et sorties du parking. Bien. L'inconvénient aux yeux des responsables du tramway, et peut-être à vos yeux, à vous aussi, c'est qu'on a une station ici sur le cours d'un 50 étages, une station ici. Elles vont d'ailleurs s'agrandir parce que les rames du tramway vont être plus grandes demain. Et on n'a pas de quai à quai possible, c'est-à-dire on ne peut pas marcher facilement ici-là, puisqu'il faut traverser les bagnoles et les bus. Donc l'un des soucis des élus, c'est de rétablir ce quai à quai, de ne plus avoir l'obstacle des automobiles ici. Ce qui me fait des misères, évidemment, parce que faisant ça, et ça va être formidable, parce qu'on va pouvoir continuer la promenade plantée, les douves ici vont être un peu plus petites qu'ailleurs, sinon traitées un peu différemment. Mais on ne peut pas tout avoir. On peut pas avoir le quai à quai, ne pas déplacer le tram, car on ne peut pas le déplacer. Mais bon, du moins, on aura ce thème des douves en mineur et le thème en majeur de la promenade plantée qui va se continuer avec le quai à quai, et je pense que ce sera plus fluide, enfin plus efficace qu'aujourd'hui. Donc là, j'avance un peu dans le futur, hein, déjà, et je suis encore en terrain solide. Le débat qui va s'ouvrir dans les semaines et les années qui viennent, c'est que fait-on ici ? Bien. Alors que fait-on ici, sachant qu'on fait d'autres choses plus loin, hein, je l'ai rappelé. Bien. On est là dans un espace qui a l'air tout... Alors d'abord, c'est un espace qui est formidablement fréquenté le jour du marché, qui n'est pas très sexy le reste du temps, c'est un immense parking, hein, on ne peut pas dire qu'on ne puisse pas faire mieux, on va sans doute pouvoir faire mieux, et qui a l'air vide et qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout pour mille raisons, mais notamment parce que le tunnel du train passe de travers, comme ça, et que si l'on voulait, par exemple, faire un parking continu dessous, eh bien, on se heurterait dans la diagonale au tunnel du train. Bien, donc il y a des problèmes d'ouvrage, de sécurité, etc., qui sont là, qui font que ce n'est pas simple. Le programme des élus, c'est de maintenir entièrement le marché, et donc ses capacités du marché forain. Vous avez l'air sceptique, mais c'est ce qu'on me dit. Hein, bien, donc il faut se retourner vers les élus s'ils disent autre chose. Pour l'instant, c'est ce qu'ils me disent. Maintien absolu du marché. Ce qui veut dire non pas garder toutes les voitures de surface, mais garder les camionnettes. Parce que les camionnettes ne descendront pas dans un parking pour premier élément de programme. Deuxième élément de programme, un espace public majeur ouvert sur la Loire. Je ne sais pas quelle forme il aura, quelle bobine il aura. Je pense que ce serait bien, dans cet espace public, de prolonger le thème des promenades plantées, d'autant plus qu'on va avoir une nature un peu plus sauvage qui va être installée un peu sur les quais au-delà vers les quais de la fosse. Mais bon, voilà. Donc, deuxième élément de programme, ce n'est pas incompatible, évidemment, espace public et marché. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un espace public du type de ceux que Bruno Coucy vous a montré. Bien. Troisième élément de programme, la prémisse, c'est qu'il y a une dégringolade de l'attractivité commerciale du centre, très faible pour l'instant par rapport à d'autres villes de taille équivalente, Bordeaux, Toulouse, etc. Il y a des effets cumulatifs. S'il y a un pôle nouveau qui apparaît
il aura sans doute et certainement un effet bénéfice sur la fixité, sur la dynamique des commerces existants en centre-ville. Du moins, c'est l'équation qu'il faut rechercher. Et donc, l'hypothèse, le troisième élément d'hypothèse, c'est doit-on, peut-on et comment installer un pôle culturel et commercial, sous quelle forme, à cet endroit-là. Bien. Nous sommes partis de cette hypothèse, qui est pour l'instant l'hypothèse que beaucoup de gens soutiennent, je crois, notamment la Chambre de commerce, mais elle n'est pas seule, je crois. Bien. Et c'est là qu'il faut trouver des pistes. Ça n'est pas encore un projet, on n'en sait rien, je ne sais pas quelle sera sa forme. Des pistes, on en a parlé avec Yves Steph. Lui en voit quelques-unes, qui est notamment de trouver certains éléments qui peuvent être commerciaux ou du type équipement, qui existaient autrefois dans l'île Feydeau. Vous savez que la rue ici, qui est un peu large, dans laquelle passe le tramway, était plus étroite. Ce sont les bombardements, je crois, qui ont détruit certaines maisons. Il existait aussi un petit bâtiment charmant ici, en proue, qui au fond terminait l'île, lui servait de proue. Ça n'est pas exclu que des éléments comme ça soient contemporains, j'imagine. Je ne sais pas, peut-être faut-il refaire un truc à l'identique, j'en sais rien. Ça peut être aussi contemporain, soit réintroduit. Bon. Mais on est très loin du compte, puisqu'il faut trouver une polarité de l'ordre de 30 000 m². Atlantis, c'est 120 000, je crois. Hein, voilà. Bon. Donc, ça n'est pas Atlantis, mais ça ne peut pas, ça ne sert à rien, d'après tous les interlocuteurs qu'on a eus, de tenter quelque chose si ça n'a pas une masse critique minimum. Parce que ça ne marcherait plus, ça n'aurait pas de sens. Bien. Donc, quelles hypothèses la communauté et les élus vont-ils proposer aux équipes qui vont travailler là-dessus demain? Personnellement, j'en vois trois. L'une que vous connaissez bien, c'est de dire, eh bien, voilà, l'île est un grand rectangle, en quelque sorte, en simplifiant un peu. On fait un autre rectangle ici, on la prolonge. C'est une hypothèse que j'appelle une hypothèse à la Tex Avery. Vous voyez les automobiles de Tex Avery qui s'allongent comme ça. Donc c'est Tex Avery, on double l'île, ou enfin quelque chose comme ça. Bien. C'est une première hypothèse. Elle supposerait de passer sur la voie ferrée, évidemment, ce qui n'est pas autorisé pour l'instant. Les parkings souterrains ne pourraient pas être unitaires. Et elle masquerait les vues de ces très beaux immeubles qui sont ici. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents. Bon, voilà, c'est à voir. Bon. Première, vous la connaissez, cette hypothèse, vous avez tous vu des schémas d'îles prolongées comme ça. C'est peut-être pas la seule et la meilleure. La nouveauté, c'est que le point, c'est qu'il ne faut pas travailler seulement sur ce qu'on pourrait faire. Excusez-moi, je ne vois plus ma souris. À cet endroit-là, mais aussi sur ce qui est mutable autour de ce site. Ce qui est mutable pour l'instant, à très long terme. Alors évidemment, ici, on a des très beaux immeubles qui ne sont pas du tout mutables, il n'est pas question qu'ils partent. L'hôpital, mais c'est dans 12-14 ans, l'hôpital. Le temps qu'un nouvel hôpital se mette en place, qu'on puisse vider celui-ci, désamianter s'il y a de l'amiante, etc. 12-14 ans, c'est un peu loin comme perspective, si l'on veut parer à la diminution de l'attractivité commerciale du centre. Donc, aujourd'hui, ce que nous indiquent les élus, la piscine, elle est très utile et elle n'est pas formidablement belle, mais elle marche parfaitement bien. Ça n'est pas simple. Peut-être peut-on imaginer que dans une opération, la médiathèque soit réinstallée ailleurs et qu'on puisse se servir du site de la médiathèque. C'est une pure hypothèse pour l'instant, mais ça permet dans un bâtiment neuf, excusez-moi, j'ai perdu ma souris, d'abord de trouver des circuits vers la passerelle Solschler qui sont pas très évidents aujourd'hui, et peut-être aussi de trouver une part de ses capacités, de ses volumes. Bien. Ensuite, j'ai évoqué le Tex Avery, c'est-à-dire l'île prolongée. Il y a deux autres hypothèses, me semble-t-il, qui sont des pistes de projets possibles. L'une, c'est de dire, bien, il faut bien construire quelque chose. Ce quelque chose, on peut le fractionner
On peut avoir évidemment des volumes émergents. Un pôle commercial ou un bâtiment culturel, ça n'est pas moins de 10-12 mètres. C'est impossible. Bien. Donc on peut le fractionner et disposer divers objets qui permettent de laisser passer les vues vers la Loire. C'est une seconde hypothèse. Une troisième hypothèse qui me semblerait séduisante, ce serait de dire qu'on continue à réfléchir à ce travail en creux. Finalement, depuis le château, on a considéré que la Loire était une grande horizontale. Autrefois, on a presque cette horizontale partout, sauf au sud de l'île Feydeau à cause du train, et on a préféré travailler en creux tous les aménagements. On pourrait imaginer aussi qu'une part de ces surfaces nouvelles, équipements, commerce, culture, soit travaillée en creux, c'est-à-dire dans un premier ou deuxième niveau de sous-sol, et que, évidemment, se poserait le problème de faire venir la lumière dans ce grand espace. Donc la question, ça serait de fabriquer aussi, de manière assez basse, assez géographique, en travaillant avec l'eau, une sorte d'arche de lumière au-dessus de cet espace commercial. Donc vous voyez qu'on a trois pistes, au fond. L'île prolongée, l'île dispersée, si je puis dire, plusieurs volumes disposés, non pas aléatoirement, mais de manière un peu séduisante à cet endroit-là, et au contraire peut-être l'idée de trouver ces espaces nouveaux essentiellement dans un premier ou deuxième, enfin dans un plein pied d'abord par rapport à la place, ensuite dans un premier niveau de sous-sol, mais d'amener de la lumière là-dessus. Un peu comme, si vous connaissez les très grandes voûtes plates de Foster à Londres, qui sont magnifiques, d'une très grande légèreté. Il faut évidemment pas qu'on se retrouve dans le noir, il faut qu'on soit en pleine lumière à cet endroit-là. Et que peut-être la nuit, ça fasse un signal comme ça, qui serait assez merveilleux sur l'eau. Voilà. Donc voilà, en tous les cas, la logique, si vous voulez, du travail qui a été mené et qui pourrait continuer entre la gare et la Loire, sachant que je sais que ça ne s'arrête pas là, puisque des équipes précédentes vous ont parlé de ce qu'ils imaginaient plus loin. Voilà, donc ce sont des questions, ce sont des hypothèses sur lesquelles on continue de travailler. On va poser des questions, vous disputerez les réponses. Moi, j'ai une question en premier, peut-être à M. Fortier. Vous nous avez parlé dans les aménagements passés du rapport à l'eau, l'île Feydeau, la miroir d'eau, et dans la place de la Petite Hollande, dans les projets ou dans les hypothèses que l'on peut avancer, dans les hypothèses, quel rapport à la Loire vous voyez dans cette place? Quel rapport à la Loire retrouver? Vous avez parlé de la lumière, vous avez parlé, mais le rapport à l'eau, à la Loire. Je pense que, si vous voulez, il y a deux registres de projets. Enfin, il n'y a pas seulement les bons et les mauvais projets, mais dans les bons projets, il y a des projets qui sont plutôt de l'ordre de l'objet. Alors, objet, ça peut être 10 mètres de haut ou 100 mètres de haut. Hein. Si vous regardez l'immeuble de la télévision de Pékin, c'est un objet, bien, un peu insolite comme ça, c'est un objet. Et il y a des projets qui sont plutôt géographiques, qui ne travaillent pas tout seuls, mais qui travaillent avec le site. Bien. Je ne sais pas quelle sera la forme à donner à ce programme, mais le site, c'est en effet ce plan de l'ancien lit de la Loire, le plan plus bas et d'ailleurs mouvant de la Loire actuelle, la végétation qu'on va introduire avec la promenade, la végétation plus sauvage et un peu bricolée, parce qu'il y a des estacades, il y a des ouvrages un peu plus loin. Tout ça, c'est le matériau avec lequel il faudrait fabriquer cette fenêtre vers l'estuaire, hein, qui est recherchée par les élus, peut-être par une partie de la population de Nantes, j'en sais rien. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu théorique ce que je vous raconte, mais il y a vraiment deux familles, si vous voulez. Toujours sur la place de la Petite Hollande, vous avez évoqué le sujet, mais je veux bien qu'on y revienne un peu avec cette question. La place du marché, vous nous avez dit tous les trois que le marché de la place de la Petite Hollande était un marché qui fonctionnait bien, qui était un événement. Comment demain le maintenir tout en pensant au renouvellement et à une nouvelle vie pour cette place? Alors, une première remarque qui n'a rien de spécifique à Nantes, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des difficultés du commerce et du grand commerce. S'il y a bien une forme de commerce qui a un succès absolument partout en France et que beaucoup d'étrangers nous envient, ce sont les marchés forains.
voire les marchés couverts. C'est la meilleure manière de trouver l'adéquation entre les besoins d'un consommateur et un producteur qui vient vendre ses produits. Et il y a une particularité à Nantes, c'est que Nantes a une grande chance, c'est la ville la moins chère de France, et dans ce marché en particulier, vous avez des produits à des prix imbattables. C'est aussi ce qui en fait son élément d'attractivité. Donc, je dirais un postulat, le marché c'est un actif extraordinaire, il faut surtout tout faire pour qu'il reste. Alors est-ce que ça sera 400 étals, 398 étals, 402 étals ? On n'en est pas encore là, mais il faut l'organiser. Les camionnettes, tout à l'heure, elles doivent se retrouver pas forcément partout mélangées avec les étals comme c'est le cas aujourd'hui. C'est en discussion avec les différents commerçants qu'il faut arriver à l'organiser. Mais un marché, c'est une chance extraordinaire sur Nantes, pour Petite-Hollande, et puis quelque part, c'est le symbole de Nantes aujourd'hui. Donc, on y retrouve tout le monde. Moi, j'ai été impressionné, et je pense qu'il faut par tous les moyens que ça reste. Question, on va parler un petit peu commerce, que vous en avez parlé. Vous avez évoqué le commerce d'aujourd'hui et le commerce de demain. Vous nous avez montré à travers votre présentation qu'il y avait des potentiels pour de nouveaux secteurs qui pourraient accueillir demain une activité commerciale. C'est quoi le commerce de demain ? Puisque si on vous écoute, je fais mes courses sur Internet, je viens plus en centre-ville. Et qu'est-ce qui fait événement commercial demain ? Dans le temps, toutes les villes étaient très contentes d'avoir une Fnac. C'était un événement, je vais à la Fnac. Demain, je dirais quoi en centre-ville de Nantes ? Le commerce a une grande chance, c'est que tous les jours, il ouvre ses portes. Et tous les jours, il voit rentrer des clients ou ne pas rentrer des clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les consommateurs, les gens, les habitants, les Nantais ? On vient d'en parler, le marché, mais pas seulement, parce que ça, c'est des produits frais, c'est des produits à renouvellement assez fréquent. C'est une clientèle de proximité. Il y a d'autres besoins. Il y a le commerce d'aujourd'hui et de demain, c'est un commerce qui est interconnecté. Ça va être l'ensemble des chaînes de distribution sont toutes condamnées à communiquer, pas seulement par des publicités ou par des vitrines, mais aussi en utilisation des médias digitaux. Le commerce de demain, qu'on voit déjà émerger, c'est des commerces où on se retrouve. C'est des bistrots, c'est des restaurants, c'est des lieux où on prend un verre, c'est des lieux où on peut écouter la musique. Je parlais tout à l'heure des formes modernes. Autant le marché du CD s'est effondré, et autant le marché du téléchargement vit aussi des soubresauts, mais autant le marché le spectacle vivant n'a jamais été aussi puissant. C'est une nouvelle forme de consommation. Et c'est pour ça il faut une salle de spectacle dans ce projet. Le cinéma, c'est aussi une autre pratique. Il y a le cinéma commercial, on le connaît. Il y a le cinéma d'art et d'essai qui est plus confidentiel. Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que le cinéma aujourd'hui, c'est 190 millions d'entrées il y a 5 ans, et aujourd'hui c'est 220 millions d'entrées. Alors même qu'il y a possibilité sur un ordinateur de télécharger tous les films qu'on veut, on a le besoin de se retrouver en amis, en famille, pour aller au cinéma. On connaît des gens, des opérateurs dans le cinéma d'art et d'essai qui font chaque fois qu'ils programment un film, comme les gens d'Utopia, c'est tout le temps salle comble. Il y a des débats aussi, il y a des voilà. Donc dans ce monde qui change, on a besoin de proximité, on a besoin de se retrouver. C'est pas seulement en allant chez Zara ou H&M. Vous répondez presque à la question suivante que vous voulez vous poser. Très récemment, on a vu des nouvelles offres commerciales dans le centre-ville de Nantes, Passage Pommeraye, l'île Neptune, Carré Fédot, etc. Bon, avec des succès tardé à retrouver preneur, etc. Et il y a même des espaces qui restent un peu en attente, comme les ex-espaces du Tripode. Il y a un nouveau projet sur le square d'Avier, promis par la CCI. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer leçon des expériences du Fédot, du Tripode et de Pommeraye pour donner un élan à ce carré? Juste pour prolonger, il ne suffit pas de construire des mètres carrés, il faut les remplir également. Donc, là, on a vu qu'on avait des capacités à construire, mais à accueillir des nouvelles enseignes. Et on voit que sur les projets en cours, il y a quelques difficultés. On parlait tout à l'heure de Carré Fédot, c'est revenu, c'est vrai que c'est dans l'actualité. Il y a d'autres surfaces aussi qui ont eu du mal à accueillir des nouveaux commerces. Et là, on envisage d'en construire encore. Donc, votre analyse ?
Merci de me poser cette question parce que ça me rappelle quelque chose qui s'est passé en 1992 où j'ai eu la chance d'être au cœur de l'installation de la FNAC à Nantes. C'était à l'époque les bureaux de la Chambre de commerce, pour qui s'en rappelle, plus l'Office du tourisme. Et tout le monde nous faisait le procès de dire mais jamais un commerce va fonctionner dans le palais de la Bourse, dans le palais... oui, le palais de la Bourse, bien sûr, place du commerce, c'est trop loin du centre marchand. Il y avait un pari à réaliser. Le premier des paris, ça a été de faire un concept, et ça a été fait dans le cadre d'une concertation à la nantaise qui a été assez exigeante et qui a été assez vertueuse. Et sur le plan architectural, pendant longtemps, j'ai entendu le qualificatif, c'est la plus belle FNAC de France. Je pense que c'est encore vrai. Alors, la première des choses, c'est que quand on a des espaces valorisants, déjà, ça marche un peu mieux. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit des espaces qui soient accessibles. Là, on a vu tout à l'heure qu'on était en liaison par le sud, en liaison par l'ouest, qu'il y aurait des parkings. Et l'enjeu... une fois qu'on a dit ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le cœur marchand, et le bas de Pommeraye, puisse se retrouver en lien naturel, sans barrière physique, par rapport à cette nouvelle esplanade. Le troisième point, c'est qu'on ne peut pas faire tout partout, et que quand on transforme un ancien parking dans une surface de commerce, il faut s'attendre à ce que, éventuellement, ça ne puisse pas fonctionner. Et puis comme c'est un pôle qui est totalement isolé, le Carré Fédot, il n'a même pas la masse critique qui ferait qu'on pourrait éventuellement s'y intéresser. Et donc aujourd'hui, c'est un magnifique parking, extrêmement accessible pour les gens qui veulent venir en voiture, mais ce n'est pas fait pour être un lieu de commerce. Donc il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. De manière plus globale, l'enjeu, c'est pas de faire du commerce pour faire du commerce, ça n'a aucun sens. L'enjeu, il est de faire en sorte que le centre-ville, qui a des fragilités, qui est faible, qui est dans un rapport de force très faible avec la périphérie, avec les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, il se retrouve dans une situation où il continue à avoir des raisons de se continuer à se développer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quand un lieu historique, un lieu dans lequel il y a les gènes d'une ville, dans lequel il y a depuis le XVIe siècle il se passe des choses, se vide. Et c'est un risque, on le voit dans d'autres villes. À Nantes, on ne peut pas passer à côté. Autre question, on a vu là à travers vos trois exposés qu'on était en capacité de transformer et de faire évoluer le centre-ville demain sur un périmètre. On voit que c'est pas simple avec toutes les contraintes que vous avez expliquées, infrastructures, trains et tunnels. On est en pleine révision du PSMV. On arrive quand même encore à pouvoir faire évoluer le centre-ville en tenant compte de ces contraintes géographiques et en même temps des règles d'urbanisme. Écoutez, moi, je vois l'exemple de Nantes, de Bordeaux, certaines villes équivalentes. Évidemment, le faire vivre sur le plan architectural est important. Il faut introduire des architectures contemporaines, nouvelles, etc. Je reste tout de même persuadé que ce qui rend d'avant-garde ce genre de ville, c'est l'histoire. C'est le fait qu'elles aient su travailler avec leur patrimoine et, pour l'essentiel, le préserver. Donc je crois très fortement à l'attractivité de ces villes à l'avenir, jusqu'à ce que des morceaux de villes contemporaines nous convainquent qu'elles savent faire aussi bien, et on n'en a pas d'exemple. Voilà, c'est des villes qui ont un avenir formidable, de toute façon, à mon avis. Oui, juste un autre aspect, c'est je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bâtiment qui soit le facteur d'innovation à Nantes pour les prochaines années, entre autres sur la Petite Hollande. Je pense que c'est l'invention d'un espace public qui manque à la ville et qui va être vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Et on sent bien que sur cet espace-là, ça ne sera pas une place classique, ça ne sera pas un cours, ça sera quelque chose qui va être une invention. Et en fait, c'est le paysage qui va être créé qui sera vraiment quelque chose de très intéressant, qui a déjà été commencé autour de l'île Fédot et qui peut être poursuivi sur ce balcon sur la Loire.
Autre question, Monsieur Fortier, vous avez travaillé sur le centre-ville, vous nous avez montré vos réalisations. Vous avez travaillé sur la Loire-Comblé. Quel retour d'usage et d'expérience vous faites par rapport aux aménagements que vous avez faits? On a posé la question à Gérard Penaud sur Malakoff en disant OK, vous avez aménagé les quais de Loire sur Malakoff. Aujourd'hui, c'est quoi le retour d'usage de la part des habitants? Vous, sur vos travaux, quelle analyse vous faites avec un peu de recul? J'en ai dit du bien tout à l'heure. Alors permettez-moi d'en dire du mal sous deux angles. Nous avons, sur le cours des 50 étages, c'était un des premiers grands espaces publics en dehors de Paris que les villes faisaient en France. Bien. On avait, avec les élus, nous avait beaucoup soutenus, ils nous donnaient carte blanche jusqu'à dessiner le mobilier. Ce mobilier lumière qu'on a fabriqué, il a été fait avec des techniques qui sont des techniques de laser qui sont complètement obsolètes aujourd'hui. Donc il s'est déglingué assez vite. On mériterait un rajeunissement sur ce plan-là. Il y a certaines choses qui sont dépassées, notamment toute la technologie lumière qu'on a mise en place. C'était pas entièrement notre faute. Les LED n'existaient pas, etc. Bien entendu, on a fait avec ce qui existait. Enfin, tout le monde croyait, c'est un peu comme le Concorde, tout le monde croyait que l'avenir c'était les lasers. Bien, mais ça a été les LED, pas de chance. Bien. Ça c'est autant pour moi, autant pour la ville ou la communauté. Je trouve que le cours de 50 étages n'est pas géré. Il se dégrade, il n'est pas géré. Et plus on le laisse se dégrader, plus ça coûtera cher. À quoi s'est ajoutée la nouille de la piste vélo centrale que je n'ai pas comprise personnellement. Voilà. Ça s'appelle une zone à trafic limité pour... Je pense qu'on avait essayé, à l'initiative des élus, d'essayer de travailler le moins possible sur le fractionnement, sur les rails, sur les fonctions, une fonction à côté d'une autre. Je pense que on est revenu dans ce biais qui n'est pas bon, quoi. Voilà. Ok, une dernière question, elle est courte. Le végétal en centre-ville. La forêt sur la quai de la Fosse. Écoutez, non, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots. Nous n'avons pas du tout essayé. Alors, on a eu des débats assez amusants. Les douves qu'on a faites au sud Fédot, nous souhaitions à l'origine les planter. Bien. Avec de grands arbres merveilleux. Je ne suis pas un spécialiste des arbres, donc ça aurait été au service des parcs et jardins. L'architecte des bâtiments de France de l'époque avait une conception militaire de l'île Fédot. Il ne voulait voir qu'une façade, pas un seul arbre. Il prétendait que les arbres cachaient les façades, etc. Il était sympathique au demeurant, mais on a eu un débat et on n'a pas planté. Bien. Le service actuel a une toute autre attitude et beaucoup plus ouvert à ça. Bien. Par ailleurs, on a amorcé, donc, entre le cours de 50 étages et le château, cette promenade plantée, qu'on verra mieux quand l'aménagement du miroir sera fini, etc. Moi, ce mélange d'espèces et ce mélange d'échelles entre les grands arbres qu'on a conservés et les arbres bas qui vont être plus colorés, etc., me semble agréable. Je pense que nous n'avons pas assez indiqué, nous n'avons pas assez densifié cette végétation. Un poil plus serait bien. Voilà. C'est une forme. C'est une forme possible. Alors, il y a d'autres formes possibles. Il y a des quinconces, il y a des alignements, il y a bien d'autres formes possibles d'utilisation du végétal. Là, c'est plus libre ce qu'on attendait. En introduction de votre propos, vous avez dit que, et on va quand même vous poser la question, donc on va vous demander d'y répondre, notamment sur la question des solutions de franchissement. Tous les urbanistes qui sont venus sur le thème numéro 4 ont été questionnés sur la solution, une ou plusieurs. On a auditionné, on a vu des gens parler du transborder, de téléphérique. Pour information, vous travaillez sur un téléphérique à Brest. Votre analyse par rapport aux réflexions que vous menez en ce moment sur le centre-ville, pour un centre-ville, comme vous disiez, accessible? Je crois savoir qu'il y a un débat un peu vif sur un pont, pas de pont, un grand pont, un petit pont, un pont ruban. Je n'ai pas du tout les éléments pour vous répondre. Je ne sais pas si ces franchissements sont utiles. Ils sont peut-être. Quelle forme ils doivent avoir, je suis absolument incapable de répondre à votre question, parce que nous n'avons pas travaillé sur les grands éléments de circulation de l'agglomération. J'imagine que c'est à cette échelle-là que ça a du sens. Voilà.
Donc je ne sais pas. En effet, à Brest, il y a un téléphérique qui va entrer dans un grand bâtiment qu'on rénove, mais parce que le besoin est uniquement piéton. Là, je ne sais pas si dans cette histoire de franchissement, j'imagine que le besoin n'est pas seulement piéton. Donc je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Je ferai une réponse très différente. Simplement, mais qui est peut-être hors sujet, simplement pour dire que si la Petite Hollande est l'endroit où on voit la mer, plus on verra de ponts, plus on fermera la perspective sur la mer. Mais le doublement, par exemple, du pont, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le Anne de Bretagne, est très, très... Ou alors c'est l'occasion de l'embellir de façon considérable, mais sinon c'est encore un masque de plus. Il est dans la perspective de la Petite Hollande. Et vraiment, on le voyait très bien sur la photo que vous avez montrée de la Petite Hollande au début, c'est cette vue. Je pense que le Nantais, quand on regarde toutes les gravures anciennes, etc., il y en a beaucoup qui sont toujours pareilles. Il a le dos à la ville ou à l'immeuble du quai, et il regarde vers l'ouest, toujours. Et donc cette posture sur la Petite Hollande est une posture essentielle. Voilà. Donc s'il y a un pont qui bouge, c'est pas terrible.